Et bonjour à tous, bonjour à toutes. La phrase incroyable que Gary m'a sortie avant de démarrer ce podcast était les concombres, j'adore ça. Tu es coach sportif, bienvenue. Tu n'es pas encore coach, mais tu souhaites le devenir, bienvenue. Tu es curieux ou peut-être que tu travailles dans le milieu du service à la personne et que tu es même un peu timide, bienvenue car cet épisode est fait pour toi. Vous êtes bien dans l'heure des coachs avec moi-même, Jean-Jacques Goldman, président de la République, et mon acolyte chevelu de toujours, Gary Babo. Salut Gary. Salut Matt, j'espère que vous avez la forme. On fait un épisode spécial sur les timides. Ça va être incroyable. Regardez-moi ce front, regardez-moi ces coups. Oh, c'est beau, regardez-moi cette croûte. Oh, c'est beau. Coucou les copains, regardez, c'est moi, c'est Gary, regardez. Oh, on est proches les gars ensemble. Ah ouais, regardez-moi cet art. Vous pouvez m'appeler Croutard aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, le guide du croutard. Et ce front magnifique est un front qu'on dira national. Ta-da-da-da, ta-da. C'était ma meilleure blague. Bonjour à tous. On disait, si vous êtes timide, c'est peut-être l'épisode qu'il vous faut, que vous soyez coach sportif ou finalement même dans le service à la personne, hein. Ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui en aient besoin dans différents domaines que le nôtre. Donc Gary, c'est quoi le sujet du jour, s'il te plaît? Être timide et coach sportif, ce n'est pas une fatalité. Avec Mathieu, on va vous raconter un peu notre parcours par rapport à ça, par rapport à la timidité, parce que nous sommes issus de ce chemin, de ce milieu, de la timidité, et comment on a fait pour pouvoir en sortir. Parce qu'aujourd'hui, je considère personnellement que si tu es timide et coach, ça peut être ça peut être considéré comme un certain handicap si tu veux pouvoir vendre auprès des gens ou juste voir, être visible. Si restes dans ton coin, ça va être très compliqué. Donc justement, on va mettre par rapport à notre histoire, on va d'abord vous raconter, nous conter un peu notre histoire par rapport à ça, et ensuite comment faire pour s'en extirper et justement être un coach heureux de pouvoir accompagner les gens. Heureux qui comme Ulysse. Oui, alors, Gary, je t'invite à commencer à nous parler un peu du fait que toi, tu étais timide, parce que c'est vrai que quand on dit ça, les gens, moi, ils me disent n'importe quoi, t'étais pas timide, alors que, en fait, si. Tu nous racontes un petit peu, ça se traduisait comment ta timidité? Qu'est-ce qui t'a fait passer outre? Et comment ça se passait pour toi, jadis? Alors la timidité, très simple, ça a été jusqu'à mes 19 ans, facile, donc de 0 à 19. Ça se traduisait de différentes Ah, façons, notamment à l'école. 0 à 19, heureusement, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'à 0 ans, je sais pas comment t'aurais pu communiquer sinon. Ouais, même à moins 9 mois, j'étais timide, je pense. À moins 9, j'étais timide. Ok. C'est le spermatozoïde, le premier qui a touché l'ovule de ma mère, qui a fait que je suis devenu timide, en fait. Et une pensée pour la mère de Gary et pour le spermatozoïde qui est devenu Gary. Et on l'embrasse aussi. Non, ça commence à 19, surtout en maternelle ou même en primaire, si tu veux. En primaire, il y avait un exercice assez intéressant qui s'appelait la poésie. Il fallait apprendre une poésie par cœur, du Paul Éluard ou des choses comme ça, des choses très simples ou moins simples en tout cas pour cet âge-là. Donc moi, bon élève que je suis, et encore plus à ce moment-là, j'apprends par cœur chez moi, tu vois, je fais le tour de chez moi, de ma chambre, j'apprends par cœur chaque ligne. Dès ce moment-là, j'ai une mémoire photographique, donc je me souviens vraiment chaque mot au niveau de la page où il est. Et en fait, le jour J, à chaque fois, je ne passais pas. Donc, j'apprenais par cœur, vraiment par cœur, par cœur, par cœur, la lettre près. J'apprenais à 120%. Et arrivé le jour J, en fait, je préférais ne pas y aller, donc avoir une mauvaise note, que de passer. Et même si je mettais des stratégies en place en mode, vas-y, la prochaine fois, je demande à passer le premier, comme ça, c'est fait, et let's go. Bah, une fois arrivé sur fait accompli, ah non, pas premier. Bon, vas-y, j'y vais en deuxième. Ah, vas-y, j'y vais en troisième. Et après, t'es vers les 20e et tu dis, ouais, bon, non, non, les autres, ils sont fait mieux que moi je suis nul, let's go, je le fais pas. Donc ça se manifestait comme ça. Bon, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. J'en ai après, j'en ai plein dans ma besace. Mais ça se manifestait comme On ça. Alors notera, que Gary, quand même, oui, qu'il y a un petit peu de syndrome de l'imposteur là-dedans aussi, finalement. bien sûr, bien sûr. Oui, Bon, je sais pas combien de temps t'as mis pour l'entendre, mais ouais, il y a du syndrome de l'imposteur là-dedans, puisque t'as été capable de te dire d'abord j'y vais, et finalement, ensuite de te persuader toi-même que ben non, les autres ils ont fait mieux que moi et que ce sera pas bon.
Donc c'est C'est ça. intéressant de voir aussi ce qu'on est capable de mettre en place, même en étant jeune, hein. C'est des trucs qui reviennent à l'âge adulte. Ça nous embête moins quand on est plus jeune, mais oui, on peut l'avoir très rapidement. Ok. Et là, tu nous parles de l'école, mais ça se traduisait comment dans tes interactions sociales? Par exemple, avec les amis de tes parents, avec les gens avec qui tu devais parler dans la rue, à la boulangerie, ce genre de trucs, tu vois? Mais après, c'est pas venu par hasard, c'est-à-dire que l'exercice de la boulangerie, de tiens, je te donne une pièce, mon enfant, mon fils, et tu vas acheter des trucs, ça, il y avait pas. Après, la timidité, c'est venu à cause des parents, à cause de la vie familiale au sens large, très compliqué, assez compliqué. Je raconterai pas en détail aujourd'hui, mais c'est ça qui m'a fait devenir assez timide, assez réservé, parce que le fait d'être timide, c'est aussi le fait de pas prendre de risques social dans la vraie vie. Donc le fait de rester avec toi, bah tu prends pas de risques, du coup t'es pas touché, t'es pas abîmé, du coup tu restes. Mais c'est très dur parce qu'interaction, bah avec les garçons ça allait, avec les filles, bon zéro évidemment, zéro. Mais j'essayais, tu vois par exemple aujourd'hui, c'est en primaire, hein, aujourd'hui je connais toutes les capitales du monde. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, pour pouvoir attirer l'attention sur moi, bah, le fait d'être intelligent, de connaître des choses, bah, ça attirait l'attention sur moi, et notamment du sexe opposé des filles, tu vois. Donc j'apprenais les pays, les capitales, les drapeaux par cœur pour pouvoir avoir ce truc-là. Donc aujourd'hui, je les connais toujours par cœur. Ok. Capitale de la Somalie. Mogadiscio, Mogadiscio, bravo Gary. Capitale de la Mongolie. Ulaanbaatar. Punaise. Eh, le mec est fort. Capitale du Honduras. Ah, je crois que c'est Tegucigalpa. Tegucigalpa, exactement. Bravo Gary, il est fort, il est fort. Chapeau l'artiste. Eh ben écoute, bravo pour les capitales. Ce n'était pas facile. La capitale de l'Azerbaïdjan pour terminer. On verra si c'est un vrai ou si c'est un faux. Bakou. Putain, le mec est fort. Très très fort. Chapeau Gary. Bon, c'est un peu triste en même temps, hein, faut le noter. Bravo. C'était pas facile. Donc ouais, chapeau l'artiste. Ok, donc pour aller parler aux gens, mais comment est-ce que tu introduisais tes phrases déjà? Comment tu fais pour dire aux gens, eh salut, je connais des capitales. Il y avait pas, c'était par rapport, bah, si c'était un cours de jeu, un cours d'histoire. Bien sûr, à aucun moment je levais la main. À aucun moment je levais la main, je voulais pas mettre en avant. Des fois, il y a des jours où Mhm. je passais des jours sans parler à personne, aucune interaction, j'étais à l'école, je ne parlais pas. Et en fait, personne me calculait. Il y a des jours comme ça, je parlais pas du tout, zéro mot prononcé, vraiment zéro. T'étais le timide de la classe un peu, c'est ça? Ouais, ouais, bien sûr. Les gens te... Il n'y avait pas d'interaction avec les gens de ta classe non plus alors. Mais t'avais Non, des potes au collège, au lycée, tout ça? le collège était plus compliqué parce que du coup, bah, c'est très compliqué, hein. On me prenait souvent, bah, on voulait me faire réagir. J'étais déjà grand, je faisais 1m75, je te disais en CM2, donc j'étais le deuxième plus grand. Donc Le mec forcément, faisait ma taille. potentiellement une cible. Et après, on va dire que j'ai bah, tu sais, moi, il y a pas de histoire de couleur de peau, quoi que ce soit comme différence, mais t'avais des choses, tu vois, différentes par rapport aux autres. Du coup, Bah, les oreilles, oui, c'est sûr que tu prends, hein, à cette époque. tous les jours, c'était ça, et au collège, c'était très difficile, donc souvent, on me prenait à plusieurs pour pouvoir me faire réagir, parce que j'étais déjà assez stoïque comme garçon, donc on me prenait à plusieurs pour me faire réagir, voilà, Après, c'est du classique. Comment je faisais? Bah, déjà, j'avais une espèce de, normalement, un bégaiement qui aurait jamais dû se terminer, se finir. Donc, tous les prénoms ou les mots qui commençaient par un A, j'arrivais pas. Genre, Alban, Anne-Sophie, je faisais Anne-Sophie. Tu vois, Ok. c'était impossible pour moi. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, après, qui vont venir à l'esprit au fur et à mesure du podcast, mais voilà, je suis vraiment parti de très, 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 très loin, hein. C'était timide maladif à ce niveau-là. Ok. Et maintenant, bah, parle-nous de ce qui a fait que ça a changé. Euh, Bah, ce qui a changé, c'est mon arrivée en STAPS. Si tu veux, dans ma famille, tout le monde s'est arrêté au collège. Donc moi, je suis le premier à avoir été au lycée, déjà. Bon, difficilement, parce qu'au collège, je voulais arrêter tellement je me faisais chier dessus, pourrir dessus, enfin harcèlement H24. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les parents de mon côté, bah, ils étaient pas... du côté père, j'avais du harcèlement encore en plus. Si c'est... Et voilà, beaucoup, enfin, des choses assez terribles. Je suis encore vivant et c'est déjà un miracle. Alhamdoulilah. Je suis déjà vivant, c'est déjà un miracle. Donc après, les parents vraiment bah, démunis de tout ça. Donc je voulais l'arrêter au collège. Et en fait, au collège, j'ai rencontré un professeur de PS qui m'a mis à la lutte.
Parce qu'à ce moment-là, j'adorais le catch. Le catch, j'adorais les catchs. Peut-être ça va te parler. D'où le d'où le You Can See Me. J'adorais le catch et en fait, je me suis rapproché du sport qui ressemblait le plus, donc la lutte. Et c'est comme ça, 14 ans, j'ai commencé la lutte. Donc sport de combat, la lutte, génial, tu vois. Donc j'ai rencontré un prof de PS qui s'appelle Monsieur Tarat, Pierre Marie aujourd'hui. Je m'appelle Pierre Marie aujourd'hui parce que c'est autre chose. Bah, il a littéralement sauvé ma vie en fait. Sauvé ma vie, j'aurais pu très mal finir ou même tout juste voilà, finir moi-même. Donc il a vraiment sauvé ma vie à partir de là. Donc il m'a mis à la lutte. J'ai commencé à faire des compétitions. Puis il voit que je suis un compétiteur, bah, j'ai progressé, etc. Et à ce moment-là, au collège, je redouble et je redouble. En fait, je redouble. Et ouais, c'est super parce que je finis dans sa classe. Il est professeur principal et il me met avec une classe de judoka de haut niveau. Et en fait, à partir de là, bah, tout va changer parce que j'ai compris, j'étais avec des gens, un meilleur environnement. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai tout pété. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas encore 18 ans et je voulais m'orienter sur un BPGEPS. À l'époque, c'était du AGFF, je crois, oui, AGFF. Euh, et en fait, j'avais pas pu parce qu'il fallait faire une prépa, machin, puis il fallait payer, hein, et moi, j'ai pas d'argent, ma famille n'a pas d'argent, hein, donc tous mes potes, si tu veux, en primaire, ils sont tous partis au privé, au collège, et moi, bah, pas d'argent, donc je suis parti dans le ZEP, donc le zone d'éducation prioritaire, avec tous les cassos possibles imaginables. Eh Dans, oh, je viens d'une ZEP, moi, respect. bah justement, t'es pas entouré de gens, voilà, c'est une ZEP, quoi, c'est pas du privé. Pas d'argent pour y aller. Euh, et après, au final, je peux pas y aller parce qu'il y a trop d'argent à dépenser pour PPG. C'est ma mère, elle a même pas d'argent pour acheter une licence sportive. Au privé, c'est mort. Arrivé au lycée, bah pareil, la lutte, ça continue. Je fais que des judokas, je fais tout le pôle France pour l'espoir d'Orléans. En judo, ils sont très forts. Et puis en finale, je fais un bac STMG, alors que je pouvais faire ES, mais je passe STMG. Je fais STMG, ça sera mieux. Les profs me découragent d'aller en STAPS, et mais j'y vais quand même. À partir de Staps, bah, ça a tout changé parce que comme c'est une communauté, c'est que du sport. Une personne que tu rencontres le matin, bah, peut venir chez toi le soir. C'est comme si vous connaissez depuis longtemps. C'est vraiment très communautaire. C'était super cool à ce moment-là. Et ça change tout. Ça change tout. J'ai des opportunités de dingue et enfin, je deviens la personne à qui comment je voulais devenir, tout simplement. J'ai toujours voulu faire un métier où comment dire, t'es mis en avant. Donc, c'est gendarme, pompier, agent IMO, je sais pas, où t'es obligé de faire des actions. Tu peux pas te cacher. Sauf qu'en étant timide, bah, c'est impossible. Si t'es timide, tu peux pas faire un truc où c'est toi le boss. Il faut parler à un moment donné. Donc voilà un petit peu l'histoire, c'est Staps qui a vraiment tout changé. Et puis voilà. Faut surtout pas avoir peur. En fait, quand t'es timide, t'as aussi peur de la réaction des autres. En fait, tu ne vis que par les autres et par tes suppositions. Que oui, si tu fais ça, il va se passer ça, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Mais Mathieu, je te laisse, toi, comment la timidité s'est manifestée chez toi? Alors, ce qui est marrant déjà, c'est que ce que tu nous expliques, c'est que c'est tes études qui t'ont amené là où tu as commencé à être, et donc ton environnement scolaire qui t'a permis de modifier ta perception des choses et ton attitude. Et ben moi, je vais raconter un petit peu mon histoire et tu verras que c'est exactement la même chose. Moi, ma timidité, elle se manifestait différemment. Alors moi, je suis un bon jaune dans l'âme, donc jaune sur le disque de Marston, l'interactif influent, la personne qui aime bien faire le débile, etc. Et en fait, en classe, à partir du moment où j'étais avec mes copains, j'ai jamais eu de problème. Tu vois, j'étais le mec, je pouvais aller devant ma classe, c'est des gens que je connais, donc je m'en fous. Et je suis même le genre de bout en train à faire le débile devant tout le monde, à raconter des blagues, à modifier le texte de la poésie que tu dois réciter, parce que tu as prévu des conneries dans ta tête et que bah, faut que tu sortes les conneries pour faire rigoler les gens. Ça, c'était moi à l'école. En revanche, moi, ma timidité, elle se manifestait avec des gens que je ne connaissais pas. C'est-à-dire bah, les plus grands, les adultes, les amis de mes parents, etc. Quand mes parents recevaient du monde à la maison, j'étais le genre de personne à courir, m'enfermer dans ma chambre pour ne pas devoir dire bonjour aux gens. Donc moi, c'était comme ça qu'elle se manifestait ma timidité. Je n'étais pas capable d'aller dans une boulangerie et de dire bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît. De un, on mangeait pas de pain. De deux, c'était pas possible. Vraiment, moi, ma timidité, c'était vis-à-vis des personnes que je ne connais pas. Et ça a duré très longtemps, dans le sens où ouais, je m'enfermais à la maison pour pas dire bonjour. Je ne répondais pas quand on me disait bonjour dans la rue et je ne disais pas bonjour aux gens à n'importe quel endroit, puisque ce n'était pas possible.
finalement. Par contre, quand c'était mon entourage proche, j'étais capable de foutre le bordel et de rigoler. Ça, c'était pas un problème. Et ce qui est assez drôle, c'est que par rapport à ce que tu expliques là, moi, ce qui m'a permis d'avoir un déclic et de changer, c'est qu'en troisième, je me suis dit que, enfin, dans mes vœux, je me suis dirigé vers l'hôtellerie. Donc, je voulais devenir cuistot. D'ailleurs, j'ai mon diplôme, hein, je suis diplômé d'un BEP hôtellerie-restauration option cuisine. Le problème, le problème, c'est que quand tu faisais un BEP hôtellerie-restauration option cuisine, tu avais une obligation de faire du service. Donc, tu devais aussi apprendre le métier de serveur. Et tu te doutes bien que quand tu es dans une cuisine, tu es en détente, hein, tu vois pas les clients. Par contre, quand tu es en salle, tu vois les clients. Et donc, j'arrive en seconde, on fait hôtellerie, machin, cuisine, tout est cool, jusqu'à ce qu'on nous dise, bon, ben, vous faites la balance opposée, c'est-à-dire le service. Tu fais le service, tu apprends les bases du métier, tu apprends à porter 3 assiettes, tu apprends à découper un poulet, tu apprends à faire une mayonnaise, une vinaigrette, etc. Et à un moment, il y a un restaurant d'application. Le restaurant d'application, dans les lycées hôteliers, c'est l'endroit où des vrais clients viennent manger ce que les cuistots ont préparé, qui a été servi par les serveurs. Mon premier service, j'étais tellement terrorisé à l'idée de rencontrer des gens, de parler avec des gens que je ne connais pas. Je tremblais, je transpirais, j'ai dû changer de chemise. Tu sais, on avait une tenue de hôtellerie, c'était une veste blanche avec un nœud papillon et une chemise blanche en dessous. La chemise, j'ai dû changer parce qu'elle était liquide. Il y avait des auréoles sous ma veste blanche. Je suis arrivé devant les gens. Je me rappelle encore, on m'a commandé un Perrier. On m'a commandé un Perrier et un Coca. J'étais comme ça. Je suis allé chercher sur le plateau. J'ai ramené le Perrier et le Coca. J'étais comme ça, avec mon ouvre-bouteille, limonadier, sommelier, tu appelles ça comme tu veux. J'ai dû ouvrir le Coca en bouteille et en fait, je savais plus comment ça marchait. J'ai perdu tous mes moyens. Les gens étaient en train de me dire non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. J'ai tellement forcé. Tu sais, normalement, tu dois prendre ton truc et ouvrir comme ça, dans ce sens-là. J'essayais de tirer dans l'autre sens. J'étais tellement paniqué qu'à force, j'étais en fort surpoids à cette époque-là. J'ai fait clac, j'ai arraché le goulot de la bouteille. Et donc, il y avait du coca partout. J'ai claqué le goulot de la bouteille, il y avait du verre. Je me suis coupé. C'était la misère. Et en fait, là, je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir travailler là-dessus. Et tout au long de cette année, en fait, ça m'a permis d'apprendre à parler avec des gens que je ne connaissais pas. Et c'est grâce à ça que j'ai vaincu ma timidité en me rendant compte que ben, les gens ne te veulent pas forcément du mal et que tu peux parler aux gens sans mourir, finalement. Et après, ben, au fur et à mesure, j'avais des stages. Donc, stage en service, là où j'ai dû apprendre à parler à d'autres personnes. Et quand j'ai fini mon diplôme, j'ai eu une espèce de passage à blanc, un passage à vide. Quand j'ai fait le bac pro, ça s'est pas passé comme je voulais, c'était pas ce que j'aimais. Donc, j'ai pas bossé, je suis allé bosser au Buffalo Grill. Et là, mon gars, c'est là où la timidité, pouf, pouf, elle a vraiment disparu à 1000%. Et là où j'ai commencé à m'éclater à parler avec des gens que je connaissais pas, justement. Donc moi, c'est ça mon histoire. J'avais peur de parler avec des gens que je ne connaissais pas. Avec mon entourage, j'avais pas de problème. Mais j'avais vraiment cette impression que j'allais crever si je parlais avec des gens. Et en fait, ben non, spoiler alerte, tu peux parler avec des gens, ils ne te veulent pas forcément du mal, ils sont pas forcément méchants. Au contraire, ils t'apprennent plein de trucs. Ah, ah, Denis Brognard, dédicace. J'oubliais aussi que bah, j'ai jamais osé aborder une fille. Ça, c'était impossible. J'allais pas lui parler de capital, hein, ni de la taille de mon sexe, parce que j'étais jeune et que j'ai un micro-pénis, hein, faut le savoir. La 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 la. Et on fait du Et là, karaoké. les gens, ils vont se dire, merde, Mathieu, il a un micro-pénis. Alors, Gary, je t'entends pas, je suis désolé, donc ça me fait un monologue. Et vu que ça a coupé, mais Gary, il a la possibilité de gérer un petit peu, je vous dirais que je n'ai jamais osé aborder une fille jusqu'à... Je vous décourage fortement de chanter ou de faire un karaoké quand vous avez un micro-pénis, ça ne fonctionne pas du tout. C'est une vanne géniale. Merci à Gary pour cette vanne incroyable. Ouais, j'ai jamais osé aborder une fille, c'était impossible jusqu'à pendant très longtemps finalement parce que
Bah, si je fais le calcul, en réalité, j'ai jamais osé aborder une fille. J'ai toujours demandé aux gens d'envoyer, tu vois, tu sais, mon copain, il te trouve mignonne. Après, je me suis mis en couple. Après, sont venues les applis de rencontre. Et jusqu'il y a pas si longtemps en arrière, j'étais en couple. Maintenant que je suis seul, j'ai pas encore eu le principe de je vais draguer et parler à quelqu'un. Mais par contre, je sais que maintenant, je peux aller parler avec des gens sans aucun problème. Donc, aller draguer en quelque sorte, finalement, c'est la même chose qu'un icebreaker. Donc, je saurais faire sans aucun problème. Là, tu sais, par rapport à ça, je pense que dans la vie d'un homme, la majorité des actions qu'un homme fait, à peut-être à 90%, est orientée pour attirer l'attention du sexe opposé. En tout cas, ça, c'est une certitude. Moi, dis-toi, au lycée, chaque fin de journée, je faisais enfin non, même dès le collège, mais au lycée surtout, chaque fin de journée dans mon lit, je me faisais les récaps de ce qui s'était passé dans la journée et qu'est-ce que j'aurais pu faire, améliorer. Et dis-toi que je comptais le nombre de filles qui me faisaient la bise quand j'étais au lycée. Et la majorité des filles qui me faisaient la bise, c'est pas parce qu'elles me connaissaient, c'est parce que j'étais à côté d'un gars ou des gars qui étaient cool. Donc elles me faisaient la bise par défaut. Tu vois? C'est j'étais à côté de judoka Ouais. qui est là au niveau, connu, etc. Donc il fait, ah bon, il est là, vas-y. Et je comptais, et des fois j'étais entre 1 et 5 par jour de bises, j'étais content. Donc, moi, j'ai toujours détesté faire la bise aux gens. Déjà, le principe même de se dire, tu vois, tu fais pas un vrai bisou, tu fais un bruit de bisou. Je trouve que c'est débile. Là, tu prends le temps. Tu sais quoi? On va se prendre le temps. Ce sera une séquence incroyable et ça va faire un short incroyable pour YouTube. On en parle de ce principe débile de coller ta joue contre la joue de quelqu'un et de faire semblant de faire le bruit d'un bisou. Et Ça en plus dépend. de ça, en fonction de l'endroit d'où tu viens en France, tu vas en faire une ou deux ou trois ou quatre ou huit À droite, à et gauche. Du coup, de c'est comment chez toi? ta C'est de quel D. côté chez toi? Chez nous, C'est c'est combien de quel deux côté? bises. Je pars d'abord vers ma gauche, donc vers ta droite, puis vers. Et après, ça donne des situations gênantes. Là où tu te retrouves à faire non, chez moi c'est 4, non, chez moi c'est 3. Ça sert à quoi, bordel? Viens, on se fait juste un petit bisou sur la joue, à la limite, un vrai. Et au moins, tu peux dire, tu m'as fait la bise. Parce que ce principe de coller la joue, au collège, j'étais incapable de faire ce foutu bruit, que j'arrive toujours pas à bien faire d'ailleurs. Je Tu sais trouve qu'en ça plus, nul. Pourquoi? tu sais, Pourquoi? tu sais, en plus, tu sais, au collège, au lycée, tu sais, au collège, au lycée, t'as des meufs qui sont à un certain degré qui se la pètent déjà, tu vois. Et la majorité des 10 sur 10 à ce moment-là, elles font pas le bruit de bisou. Elles font juste ça. Elles collent la joue comme ça, pour que toi, tu fasses le bruit, mais pas elles, tu vois. Ce bruit, il m'emmerde. Non, moi, je suis pas allé aussi loin que ça. J'aime pas faire la bise aux gens. Sachez une chose, je n'aime pas faire la bise aux gens. Si je vous ai fait la bise, sachez que c'était pas un moment agréable pour moi. À la limite, vu que je suis très sensible aux odeurs des gens, si vous sentez bon, ça aura pu être un moment un peu moins désagréable. Mais franchement, j'aime pas faire la bise aux gens. C'est chiant. Pourquoi je suis obligé de te faire un faux bruit comme ça? C'est naze. Tout ce que je préfère, c'est le fist bump. Fist bump for life. Bordel, bomboclate. Merci. Au revoir. Donc c'est important de rajouter le bump à la Voilà. fin. Bref, C'est pas la même signification, évidemment. fist bump. Parce que Voilà. juste Parce que fist, c'est fist pas tout court, pareil, c'est quoi. que pour le cercle. Ouais. Bon, bah, Gary, maintenant, on va parler un peu du principe même de la timidité. La timidité, elle peut se manifester de plusieurs manières, mais en général, ce côté introverti, il y aura toujours aussi une certaine peur de l'autre qui est traduit par la timidité, tu vois, que ce soit l'interaction, la peur du jugement ou autre. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler peut-être du disque de Marston et du profil de ces personnes qui sont timides, introverties? Tu veux bien en parler un peu ou c'est moi qui en parle? Ah, pour moi, le 10 de Marston, il a rien à voir là-dedans. C'est pas du tout, c'est totalement faux pour un timide. Tu penses? Totalement. Prends-moi l'exemple des personnes qui sont timides, qui n'osent pas aller parler aux gens, donc qui sont introverties. Ouais, mais en fait, dans la vraie vie, ça sera des jaunes, voire même des rouges ou autres, en fait. C'est plus qu'ils se cachent, ils ont peur des réactions des autres. Ça va pas être des bleus ou des verts, des Dans ce cas-là, stratèges. est-ce que c'est pas du crack? Bah, c'est pour ça, c'est plus du trac, de l'appréhension en fait, comment dire, d'éclore de leurs œufs. Ils ont plus peur de ça. Donc, des fois, c'est des rouges, des jaunes. Moi, j'ai toujours été dans les trucs hors bleu et tout ça, hein. J'ai toujours été, quand j'étais quand dire au repas à la maison, j'ai toujours été,
drôle, j'ai toujours le bon mot, toujours le bon truc. Et je sais que beaucoup, c'est ça aussi. Après, ça dépend, en fait. C'est comme si tu étais encore dans l'œuf. Et en fait, t'as pas envie de montrer vraiment toutes les facettes de ta personnalité. T'as pas envie de te montrer tout court. Tu vois? C'est plus ça, moi, je vois. Disons Marston, il va pas être bon sur ça, parce qu'il peut être... le mec timide peut être n'importe quoi, n'importe qui en soi. Justement, il sait pas quoi montrer et il préfère ne rien montrer par peur qu'il y ait une réaction qui ne lui conviendrait pas. Ouais, mais la peur de la réaction et de pas montrer, Gary, ça reste quelque chose, un trait en termes d'émotion qui est quand même à trait ouvert sur le disque de Marston. Moi, j'en démords pas en tout cas. Et je reste. Après, on a le droit d'avoir des avis qui divergent, hein, parce que je diverge. Verge, Mais verge, 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 verge. il l'a dit 10 fois, donc il diverge, il dit diverge. Bref, ouais, on a le droit d'avoir des avis qui divergent. Pour moi, en fait, ça reste un trait de personnalité lié aux émotions de la personne. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le disque de Marston, tu as le côté factuel et tu as le côté émotionnel. Par exemple, le rouge et le jaune, en fait, ils sont pas si différents. Sauf que le rouge, il est sur les faits, alors que le jaune, il est sur les émotions. Pareil, le bleu, donc le cartésien, il est sur des faits, alors que le vert, il est sur des émotions. Et toi, par exemple, tu peux très bien être quelqu'un de très cartésien dans ta façon de travailler, puisque c'est des faits, et tu peux être quelqu'un de jaune ou de rouge, tu vois, et tu peux aussi être vert. Et moi, je Ouais. trouve que c'est important de noter aussi ce côté émotion et fait, tu vois. Mais je pense même au-delà de ça, Je vais plus loin dans le disque, parce que je pense qu'un timide, il est beaucoup plus fort que ça. D'ailleurs, je pense que c'est un très gros point fort du timide, c'est qu'il arrive à être dans les quatre au moment où il faut être dans un des quatre. Donc en fait, il arrive bien à comprendre. Un Mhm. timide observe beaucoup mieux et analyse beaucoup mieux, et tu le sais, et je le sais aussi, que n'importe qui d'autre. Tous les anciens timides, ils savent mieux observer et mieux analyser que les autres, et le timide, il arrive à être dans la case bleue quand il faut être bleu, rouge quand il faut être rouge, jaune quand il faut être jaune, ou vert quand il faut être vert. Il est très très fort là-dedans, et moi, c'est un truc que j'ai vu chez les timides que chez les timides. Exemple, toi, je vais donner un exemple. D'après toi, combien de personnes, sur 100 personnes, combien de personnes ont vu que je perdais mes cheveux et que je mettais de la poudre? Je sais pas, moi, 10 des personnes en vrai ou dans les ou online On aussi. se parle. Parce qu'il s'avère que du coup, beaucoup de gens n'avaient pas vu parce que je mettais de la poudre depuis 2021, je mettais de la poudre. Ensuite, à la chute des cheveux, bah, ici. Et d'après toi, combien de personnes ont pu voir, remarquer ou me faire carrément une remarque? Sur 100? De quoi Ouais, sur 100 personnes? sur 100 personnes, il y en a 12 qui t'ont dit quelque chose. Non, même pas. Enfin, je même pas, même vu, je dirais. Non, non, 12. Non, non, même pas. Hein. Je crois que t'en as eu quoi? Bah après, non, je sais pas, mais en pourcentage plutôt. Ah, vas-y, plus en pourcentage dans ce cas-là. 50, non, 15%. 15%. Vas-y, je t'écoute, je suis juste là. Ouais, c'est ça, au final, factuellement. Il y avait peut-être les 80% des gens, 90% des gens n'avaient absolument rien vu. Parce que la vérité, c'est ça, hein, personne ne te regarde. Hein. Un timide, justement, il va croire que tout le monde le regarde et observe tous ses faits et gestes. Et c'est ça qui le rend timide, alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire que par rapport à un paire de cheveux, tu as 8 personnes sur 10 qui ne l'avaient absolument pas vu. Pas vu, pas vu, pas vu, parce que je le camouflais plus ou moins bien. Mais en fait, il n'y a que ceux qui observaient vraiment qui le voyaient. Donc ça, je crois que c'est intéressant comme exemple Ok, à mais mettre. en fait, oui, bah, c'est encore une fois, tu vois, c'est toujours cette peur des autres et du regard des autres et de machin. Alors qu'en réalité, les autres, ils s'en battent les couilles. Ouais, ouais, c'est important. Oui, ton exemple de la poudre, il est intéressant. Et les gens, il faut voir s'ils te regardent, s'ils t'observent, s'ils sont réellement intéressés, attirés par toi, en fonction de aussi les échanges que tu vas avoir avec ces personnes, l'intérêt qu'ils ont à te porter, l'intérêt qu'ils te portent, etc. Bon, la plupart des gens, ils s'en battent les couilles de tout, en réalité, Gary, hein, tu sais. On vit dans un monde qui est suffisamment nombriliste. D'ailleurs, j'ai failli gagner une PS5 ce matin sur Skyrock parce que j'ai parlé de la gymtimidation. J'ai fait un vocal, j'aurais pu gagner une PS5, mais j'ai déjà gagné une Nintendo Switch sur Skyrock, donc je me la pète un peu. J'ai pas pu gagner. Mais tu vois, la gymtimidation, c'est pareil, c'est les gens aussi qui se disent, oh, mais je veux pas aller en salle parce que tout le monde va me regarder. Non, les gens, ils sont suffisamment focus sur leur poids, sur leur propre gueule et sur leurs biceps pour s'en contrefoutre de ce que tu vas faire. Après, c'est différent. Si t'es monsieur, madame, tout le monde, t'es lambda, tu viens de démarrer, machin, il y a personne qui va te regarder. Par contre, si tu mets
un mini short avec une petite brassière et que le mini short, il y a la couture qui passe dans ton huc, que tu as un pétard gigantesque et qu'en plus de ça, tu pousses des cris quand tu fais ton hip thrust, si les gens te regardent, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une raison. Mais sinon, si tu es monsieur, madame, tout le monde, la seule raison pour laquelle les gens ils vont peut-être te regarder, c'est parce que tu mets pas ta serviette sur les machines et que tu es un gros dégueulasse. Donc là, moi, je te regarde. Ou je te regarde si tu commences à faire n'importe quoi sur une machine. Mais sinon, il n'y a personne qui te regarde. Les gens, ils sont trop occupés à se regarder eux-mêmes et à regarder leur propre nombril. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur la gym-intimidation sur ma chaîne perso, je suis le seul à avoir parlé de ce phénomène-là sur ma chaîne. C'est un phénomène qui est encore méconnu. D'ailleurs, euh, tu définis ça comment la gym-intimidation? C'est quoi exactement? J'ai pas de définition. On envoie les gens directement regarder la vidéo sur ta chaîne perso. Ça va être plus simple. Allez, Gary, ça va. mets-nous un lien sur la gym intimidation. Les gars, juste en dessous, très intéressant, très important quand t'es coach de savoir ce que parce que c'est un phénomène que tu dois casser quand t'es coach sportif. En tout cas, maintenant, on va parler d'une chose, c'est que la timidité, c'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a des possibilités d'améliorer, de travailler sur cette timidité. La première des choses, quelle est-elle? La meilleure solution qu'on puisse fournir à l'instant T, Gary, quelle est-elle? Je veux l'entendre, je veux l'entendre, je veux l'entendre. Ouais, Gary a une cloche, les gars. C'est notre formation en présentiel, la formation acquisition client. C'est celle qui va vous permettre d'avoir les bonnes attitudes, les bonnes phrases d'accroche, la bonne manière d'aborder des personnes pour pouvoir et vaincre votre timidité et savoir parler de la bonne manière et savoir prospecter de la bonne manière, puis savoir vendre de la bonne manière. On parle d'acquisition client, ça veut dire ça part de je ne te connais pas à tu es devenu mon client. C'est toutes ces phases-là qu'on va voir ensemble. Et c'est hyper important de les voir ensemble parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir développer votre activité si vous avez justement ce genre de difficulté en tant que timide. Et justement, Mathieu, est-ce que tu peux expliquer la nouveauté qu'il y aura le samedi soir? Un samedi soir, on va se coller des grosses murges et on va se bourrer la gueule tous ensemble. Non, on va aller justement travailler là-dessus, sur ce côté timidité, ce côté incapacité à parler avec des gens. On va essayer justement, enfin pas, on va essayer, on va le faire. L'objectif, ça va être de sortir de notre contexte de formation pour aller mettre en application ce qu'on a pu voir juste avant. Donc, aller parler avec des vrais gens qu'on ne connaît pas à un moment où on ne s'y attend pas pour réussir à créer du lien, de la connexion avec les personnes. Exactement, c'est ça. On est la seule formation qui va permettre de faire voilà, de la théorie directement, de l'application, de je ne connais pas du tout cette personne, ah, ça devient mon client. Donc comment on prospecte, comment on démarche, comment on vend, avec des outils très simples et très applicables directement. Et surtout, dès le samedi soir, on va au bar et vous allez pouvoir sauter le pas. Et comme ça, nous, formateurs, on pourra faire un feedback dès le soir même, voire le lendemain matin, même le lendemain matin, pour voir ce qu'il faut améliorer. On va pas vous laisser partir comme ça. Donc c'est ça qui est bien, vous avez un feedback directement de ce que vous pouvez faire. La formation, elle est au mois de juin. Je vais vous mettre en lien, en commentaire, en description, premier commentaire épinglé, description, tout ce que vous voulez, le lien pour pouvoir vous inscrire. C'est totalement cadeau. C'est la formation qui peut littéralement changer votre vie, votre carrière de coach, mettre bien votre famille, être heureux de faire ce que vous faites et ne plus avoir de problème de clients. Peu importe où vous êtes, vous faites du coaching en présentiel, en salle, à domicile, en extérieur, en entreprise, avec des hiboux, des pigeons voyageurs, n'importe quoi, vous pouvez faire cette formation et ça change littéralement tout. Peu importe la salle, si vous êtes en salle, où vous êtes à Basic Fit, vous êtes à Fitness Park, à One Fitness Club, à We Fit Club, à On Air, à Orange Bleu, Keep Cool, Métabolique, je sais pas quel club, vous pouvez venir et même vous devez venir, ça peut littéralement changer votre carrière. Mais vraiment, l'investissement, il est hyper faible par rapport au retour que vous pouvez avoir derrière. C'est juste phénoménal. Combien de retours ils peuvent espérer d'ailleurs après notre formation, en termes de clients ou en termes d'argent? Alors justement, Mathieu, la question que je te posais, c'était d'après toi, combien ils peuvent
permettre le retour sur investissement? Combien peuvent espérer nos coachs qui viennent à notre formation? Après, la chose est que c'est toujours pareil. Ça dépendra de chacun et ça dépendra des moyens qu'il va se donner. Parce que, encore une fois, on vous donne des clés, en aucun cas on ouvrira la porte pour vous. Donc si vous n'implémentez pas et que vous ne mettez pas en place ce qu'on a vu ensemble et que vous ne vous entraînez pas, bah c'est comme tout, on se désentraîne au bout d'un moment. Tu vois, la force qu'on a, nous, c'est qu'à force de pratiquer, c'est devenu quelque chose de normal. Maintenant, si tu ne pratiques pas et que c'est pas dans tes habitudes, si tu n'en fais pas une habitude, tu n'arriveras jamais à le faire. Donc quelqu'un qui se dit, OK, je me donne un objectif de tant et tant de personnes à aller voir tous les jours, toutes les semaines, etc. Franchement, il va passer, sans mentir ou donner des fausses promesses, si la personne se donne un objectif d'aller voir tant et tant de personnes par jour, ça lui fait tant et tant de bilans par jour, etc. Je pense qu'il arrive facilement à se dégager au moins 3 nouveaux clients dans le mois. Tu vois. Et je suis vraiment minimaliste quand je dis 3 nouveaux clients dans le mois, dans le sens où plus tu fais et plus tu as de résultats, plus tu as de résultats, plus de chances d'y arriver, plus tu as de chances d'y arriver, plus tu réalises justement ce que tu veux faire. Donc je dirais que 3 clients par mois sur les 4 premiers mois, c'est pas mal. Voilà. Ok, J'ai pas envie deuxième, d'être. ça c'était la première chose. Deuxième chose, pour être moins timide et pour gagner, en fait, ça vient en fait. La deuxième règle, bah, c'est aller voir la première règle, dans le sens où bah, c'est très simple, c'est se mettre à la place, imiter, singer des personnes que vous voulez devenir. Donc si vous avez des personnes qui sont totalement bah, dans le contraire de la timidité, bah, c'est passer le plus de temps avec eux pour voir ce qu'ils disent, ce qu'ils font, pour pouvoir réussir. Moi, quand je suis arrivé, quand j'étais au collège, au lycée, c'est vraiment ça qui m'a permis d'être aujourd'hui l'homme que je suis, parce que j'ai regardé ce que les personnes qui étaient cool, qui étaient voilà, même plus au collège, on va dire perturbateurs, si je puis dire, comment comment ils agissaient pour pouvoir récolter l'aval de tout le reste du groupe en fait. Et justement, faire notre formation, vous allez être directement avec nous en présentiel, très important. Il n'y a pas de en ligne, machin, non, présentiel avec nous, parce que le coach, c'est pas un millefeuille de connaissances empilées les unes par-dessus les autres, hein, des feuilles de connaissances empilées par-dessus les autres. C'est de la transformation personnelle pour pouvoir coacher derrière. Et c'est pour ça, et pour cela, il faut que ça soit en présentiel. Les vraies transformations se font en face à face. Il ne se faut pas derrière un écran. Ça, c'est une certitude. Vous ferez jamais une formation hypnose euh, en ligne comme ça n'a aucun sens. Euh, Pareil pour transformer, pour ne plus être timide, ça n'a aucun sens de faire une formation en ligne. C'est pour ça qu'on l'a fait en présentiel, très important. Donc, il faut être entouré de personnes du coup comme Mathieu, comme pour moi. Les petites anecdotes qu'on vous a racontées par rapport à votre timidité qui était du coup à l'enfance et qu'on a pu justement casser, stopper, arrêter pour pouvoir devenir bah, totalement différent de ça parce qu'en étant timide, on a eu vraiment zéro résultat. On va pas se mentir, et ça n'existe pas. Et la troisième chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est le principe qui va sortir sur la chaîne YouTube bah, la semaine, bah, dans quelques jours quand la vidéo sortira. C'est le principe du fake it until you make it. Fake it until you make it. Que Mathieu, tu le connais? Fuck it until you make it. Fake, pas fuck. Bah oui, c'est le principe de agis comme si, en fait, en réalité, c'est un peu ça, non? Ah, c'est ça. Agis comme si tu étais, agis comme si tu n'étais plus timide. Agis comme ce personnage. Agis. Tout à l'heure, on parlait de catch. Agis comme John Cena l'aurait fait. Agis comme Gary l'aurait fait. Agis comme Mathieu l'aurait fait. Mais au fur et à mesure, tu vas agir comme Gary l'aurait fait, comme Mathieu l'aurait fait, comme peu importe quelle personne l'aurait fait. Et après, ce agis comme, il va se finir par agis comme, en fait, toi-même aurais agi. Au fur et à mesure de ça, tu vas pouvoir potentiellement, enfin, tu vas progresser et tu vas devenir vraiment la personne que tu as toujours voulu être, mais que tu n'as jamais pu parce que tu t'es mis des freins, des blocages tout seul. Et souvent, les freins, les blocages et les croyances aussi, il ne faut pas oublier, ça tombe pas du ciel, c'est donné par les parents dans leur discours, dans leurs mots utilisés et dans leur propre peur. Les parents, les proches, donnent leur propre peur, leur propre blocage, leurs propres croyances. Et derrière, il faut pouvoir les casser, c'est cela, parce qu'on les a transmis, et ça, c'est terrible. Moi, j'en ai plein, je pourrais en citer énormément de blocages de croyances par rapport à ça. Donc voilà pour les Ouais. 3 points que je vois. Bah, moi, mon père me disait encore, dans les croyances que mon père m'a inculquées, il y a celle-là qui m'a dit il n'y a pas si longtemps. C'est ça, parce qu'il est mort.
À force, les gens, ils le savent maintenant, tu vois, donc c'est même plus drôle. C'est du comique de répétition, les gars. Ouais, ouais, les croyances, on peut te les transmettre. Tes parents te transmettent beaucoup de croyances, ce genre de trucs. Ouais, on est d'accord. Maintenant, Gary, si les gens veulent agir comme Mathieu, par contre, vous me prévenez avant, comme ça, je vous fais payer des droits d'auteur. Hein, histoire de faire du fric, si déjà. Mais ouais, fake it until you make it, je connaissais pas, puisque déjà de un, je m'en fous des termes anglophones. Mais c'est intéressant parce que c'est une capacité que tu peux avoir. Hein. Tu vois, en prépa mentale, on voit ce genre de choses. Tu es capable de te reprogrammer pour faire quelque chose que tu pensais ne pas faire. Et parler à des gens, finalement, sous Bah, hypnose, crois-moi que tu seras capable d'aller parler à des gens. Oh, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme dit Gary, il y a 100% de chances que tu puisses aller parler à des gens. 100% de chance. ça, c'est sûr. Et Mais surtout, ouais, ouais. tu regarderas la vidéo sur la chaîne, pour le coup, tu la regarderas. Elle est très sympa. Et surtout aujourd'hui, j'ai compris ça il y a quelques mois. Le fake it until you make it, quand tu es un coach débutant, tu es obligé de passer par là pour réussir. Tu es obligé. C'est-à-dire que les coachs, par exemple, quand ils commencent, ils n'ont pas d'avant-après. Tu vois, ils n'ont pas d'avant-après. Sauf qu'ils vendent du coaching. Si tu n'as pas d'avant-après, ça peut être compliqué, ça peut être difficile si tu n'as pas le fruit de ton travail. Donc, soit, mais ils en ont pas et ça va être très dur pour eux, soit les meilleures choses qu'ils doivent faire, et ça c'est contre-intuitif et des fois ils disent ah mais c'est pas mes valeurs, ou quoi que ce soit tu prends la tienne et tu dis pas que c'est la tienne ou tu dis que c'est la tienne, soit bah, t'en as vraiment pas et tu mets des trucs trouvés sur internet dans un premier temps pour qu'après tu aies des vrais transfos et que tu puisses remplacer les fausses par des vrais. Et ça, c'est du fake it until you make it aussi. Ou par exemple, dans les salles, tu as une urne qui est vide pour mettre des cartes de contact, tu vois. Le fait qu'il y a zéro carte dans l'urne, bah, ça va pas en attirer. Donc, faut mieux en faire une fausse, tu vois, nani nanana. Tu mets une carte, une fake carte dans l'urne, le fait qu'il y en ait une, ça va en attirer plus de vraies, parce que les gens ils vont dire, ah, il y a une carte, ah, donc c'est qu'elle la demande, ah, bah, moi aussi, je vais mettre une. Voilà, ça c'est des fake it until you make it dans la vraie vie. Après, il y en a plein, il y a plein de, on peut aller dans plein. Et là, vous allez très rapidement entendre le client de mon coach Ed qui va hurler bonjour parce que c'est l'heure de Joël. Mais je vais faire un. D'ailleurs, Gary, on va faire un best-of. Si jamais on arrive à recouper à chaque fois dans les dernières minutes de voir quand il gueule bonjour et je lui foutrai ça dans la gueule. Bonjour. Et on lui foutra ça dans la gueule pour son anniversaire. Donc voilà, ça se trouve, Joël, il a été timide aussi un jour, hein, on ne sait pas. Mais maintenant, il hurle tellement fort qu'on ne le sait pas. Mais Ah ouais, pour nos amis les timides, sachez une chose. Vraiment, les gens ne vous mordent pas. Les gens n'ont pas prévu de vous regarder, de mal parler sur vous. Ils s'en foutent en général. Mais la formation acquisition client, elle est intéressante parce qu'on va vous forcer un peu à sortir de votre zone de confort. Tu vois, moi je me rappelle, je prends l'exemple de Juir. D'ailleurs, Juir, si tu nous écoutes, gros big up à toi. Tu te souviens comme je l'ai emmerdé pour qu'il travaille sur sa façon de parler. Holy shit! On vient de me ramener ça. Tu peux hurler autant de fois que tu veux. Joël, tu es ici chez toi. Tu peux crier tant que tu veux, mais regarde, c'est incroyable. Pardon. Ouais, Juir, tu te souviens? Il avait du mal à trouver ses mots. Il était justement un peu dans la timidité dans le truc. Je lui ai pris la tête combien de fois pour qu'il revoie justement sa façon de parler, pour qu'à la fin, ça devienne quelque chose de beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est ça l'intérêt d'une formation comme celle-là. C'est OK, j'ai des lacunes, j'ai des difficultés, et il y a des endroits où je suis moins fort et moins performant. Eh bien, en m'entourant des personnes qui n'ont plus ces lacunes, je vais apprendre et je vais faire comme ces personnes et je vais devenir donc une deuxième version de moi-même qui me permettra de vaincre ma timidité et d'être beaucoup plus à l'aise finalement. c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est possible. Il y a beaucoup d'outils et c'est simple parce que nous, on est passé par là. Donc, on est meilleur pour en parler. Hein. Bon, les anecdotes, on a raconté quelques-unes. Est-ce que tu veux raconter une autre? Allez, vas-y, on en fait une autre, encore une chacun. Encore une chacun pour pouvoir vraiment, Vas-y, voilà. commence. Bah, je t'ai posé la question parce que j'ai pas encore d'idée, ça va venir. Tu veux une anecdote de quoi? De quand j'étais timide? Ouais, pour vraiment montrer à quel point tu l'étais, parce qu'aujourd'hui, les gens, une fois que t'es plus timide, une fois que t'es plus timide, les gens ne te croient plus que tu l'étais. C'est important de montrer que si c'était le cas vraiment, réellement. Alors, timidité avec les filles. Timidité tout court, timidité avec les filles. Il y avait une fille qui me plaisait à l'école, j'étais en cinquième. Écoute bien la tristesse du truc un peu. Hein. Cinquième. Je suis avec une fille, tu connais un peu la cinquième, tout ça, ça commence à être... ouais, tu commences à avoir quelques idées, quelques petits machins, tout ça. Tu commences à te sexualiser un peu, on va dire.
5e, ouais, c'était en 5e, non, c'était en 4e, pardon, excuse-moi. Et cette fille, elle me plaisait, et en fait, je n'ai jamais osé lui parler, elle n'était pas dans ma classe. Parce qu'il y avait 6 classes de 4e, parce qu'on était dans une ZEP d'ailleurs. Gros big up au collège Jules Verne, Ilzac, on est ensemble. Il est détruit, il y a des résidences à la place, bref, on s'en fout, il y avait de l'amiante dans le collège, c'était incroyable. Le basique, le basique. Et cette fille me plaisait, et j'ai jamais osé lui parler. Comment? L'amiante, hein, c'est un classique. Il y avait de l'amiante. Ouais, ouais, bah, tu t'étonneras pas qu'on est tous foutus, hein. Bref, cette fille me plaisait, j'ai jamais osé lui parler. Donc, j'ai envoyé quelqu'un pour lui parler, tu sais, comme eh, si tu veux sortir avec moi, coche la case. Parce que c'était impossible de lui parler, de faire quoi que ce soit. Eh ben, tu sais quoi, Gary? Le problème, c'est qu'elle a dit oui. Et en fait, elle a dit oui. Donc, j'ai dû aller lui parler. J'étais hyper timide, j'ai pas osé lui prendre la main. Et cette fille, je suis sorti avec elle pendant 3 semaines. Pendant Ah, ces trois fameuse. semaines, j'ai osé lui prendre la main une fois, j'ai jamais osé l'embrasser, c'est pour te dire. Ce qu'il veut, Je crois que je... Oh la vache, il y a Joël qui veut que je l'embrasse, les gars. Ouais, donc en fait, c'est pour dire à quel point j'étais timide, c'est que bah, je sortais avec une fille officiellement, j'osais pas lui prendre la main, j'ai jamais osé l'embrasser, je crois que je lui faisais même pas la bise. Donc en gros, je restais donc en fait, je restais là avec elle, à côté d'elle. J'étais capable de lui parler au début très peu, après un peu plus. Et puis voilà. Et en fait, ma façon d'essayer de sortir un peu du truc, c'est que en fait, je sortais avec elle et sa copine, elle sortait avec mon pote. Donc, vu que les deux copines étaient ensemble et moi j'étais avec mon pote, bah, je délirais avec mon pote et j'essayais de la surprendre en faisant des trucs bêtes, comme sauter dans un champ de maïs et s'éclater la gueule, comme jeter un escargot sur la tête de quelqu'un suffisamment fort pour que ça lui fasse vraiment une vraie plaie. Ce genre de choses. Voilà. Donc, c'était ma timidité jadis. Et écoute, j'ai une anecdote qui est assez similaire, mais Tristesse. j'étais un peu plus vieux. Moi, c'est encore plus triste, c'est encore plus triste. Tu veux la connaître ou pas? Bah oui, on veut la connaître, Gary, vends-nous du rêve. Alors, c'est très simple. Moi, j'étais en seconde, j'étais au lycée. Donc là, bah, j'arrive au lycée, lycée de ma ville, je suis au centre-ville et tout. Moi, je faisais la même chose que toi, c'est-à-dire je faisais en sorte de dire à mon pote que je kiffais telle ou telle fille. Comme ça, bah, je savais que potentiellement qu'il allait faire tout le chemin à ma place et let's go, quoi. Bah, j'ai fait exactement la même chose que toi. Toi, c'est ce truc de fragile, ça. Et en fait, bah, il allait la voir, mais au final, c'est lui qui l'a pécho et c'est lui qui l'a baisé à la fin. Voilà, ça, c'est de la tristesse, mon gars. Gary, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Ouais, ouais, ça m'est arrivé aussi d'être en kiff sur des meufs et finalement, c'est pas moi qui ai réussi à les choper, hein, parce que j'ai jamais osé le dire. C'est la vie, c'est la timidité. Ouais, ouais. Ouais, j'ai même quelques noms. Il y en a une, je l'avais invitée à la soirée du Nouvel An. J'étais persuadé que voilà, et en fait, bah, c'est un de mes potes qui l'a pécho, hein. Et la soirée s'est terminée avec des buissons en feu dans le quartier, les pompiers, un camion qui commence à prendre feu sans faire exprès. Voilà, c'était une soirée incroyable. Non, on brûlait pas des voitures. C'était un fumigène qui a mis le feu au buisson sans faire exprès. Le buisson était trop proche d'un camion, le camion il a pris feu aussi. Et c'est la vie. Voilà, il y a prescription. C'était il y a des années. Bref, on a été timide. Bref, on a une formation qui s'appelle acquisition client. Tu as les dates. Et bref, il y a tout qui est directement là en bas. Donc bref, tu peux venir apprendre à vaincre ta timidité avec moi et Gary. Et je me rends compte qu'avec tout ce que je viens de dire, je vais finir en prison. Donc on va arrêter le podcast ici. Merci Gary pour ces anecdotes. C'était cool. À bientôt pour de nouvelles histoires. Si je suis pas en prison, si vous me voyez pas la semaine prochaine, je suis derrière les barreaux. Ramenez-moi des oranges. À bientôt. Bisous. Ciao.